Bonjour à tous, ceci est Historia Universalis, l'émission qui vous parle d'histoire politique. Aujourd'hui, nous quittons les rivages d'Athènes pour aller visiter sa rivale, Sparte. Cité-État du sud du Péloponnèse, née par l'amalgame de plusieurs villages, Sparte est fondée au IXe siècle avant Jésus-Christ. En réalité, les Spartiates sont appelés Lacédémoniens, et la région où ils se trouvent s'appelle la Laconie. Connus pour être de formidables guerriers, sans doute les meilleurs de la Grèce, les Spartiates forment une société redoutée, qui fascine autant leurs contemporains que la curiosité du public d'aujourd'hui. Faisant l'apologie de l'élitisme militaire et politique, leur société ne peut pas laisser indifférent. Ce modèle politique totalitaire est aussi socialement suicidaire, puisque c'est bien la structure politique de Sparte qui fera sa force, mais qui sera aussi son tombeau. Comme dans le reste de la Grèce archaïque, la structure politique initiale de Sparte ressemble plus ou moins à une forme de féodalité basée sur la possession de grands domaines agraires. Une révolution sociale, similaire à celle d'Athènes, semble avoir débouché néanmoins sur un compromis entre les grands propriétaires et une partie de la société. Ce compromis crée une classe sociale d'égaux, les homoioi, qui se partagent équitablement toute la terre agricole disponible dans la plaine de Sparte. Marqué par un militarisme agressif, il conquiert rapidement l'ensemble de la Laconie. La population des montagnes et de certaines cités côtières reçoit le statut d'homme libre, ce sont les périèques, qui constituent environ 20% de la population. Ce sont majoritairement les artisans, les marchands et les peuples des montagnes qui peuvent servir d'auxiliaires à la guerre. Le reste de la population, environ 68%, est purement et simplement réduit en esclavage, on les nomme les ilotes. Les homoioi forment une oligarchie militaire à qui il est interdit de travailler. Sélectionnés dès la naissance pour éliminer tous les enfants qui présentent des malformations ou des imperfections, les égaux mâles suivent dès l'âge de 7 ans une formation militaire. Cet entraînement, qui se fait dans une caserne selon un mode de vie collectif, est extrêmement brutal, même pour l'époque. Les jeunes sont volontairement mal nourris, mal habillés, mal logés, et poussés à la prédation sur les ilotes. Ils subissent des châtiments sévères s'ils sont pris à voler. À 20 ans, les égaux sont accueillis comme adultes, ils continuent à vivre à la caserne, à prendre leurs repas en commun. Cette sélection en fait des militaires professionnels extrêmement capables, individuellement et collectivement. En cela, ils se distinguent des hoplites du reste de la Grèce, qui sont bien formés mais ne prennent les armes qu'en cas de conflit. Les hommes étant occupés, les femmes des égaux disposent d'une plus grande autonomie que dans le reste du monde grec, où elles sont globalement cantonnées à la maison. Elles reçoivent généralement une éducation correcte et assurent la gestion de la maison et du patrimoine, ce qui fait que beaucoup d'entre elles détiennent un certain pouvoir économique, du fait qu'elles n'ont pas d'interdiction de commercer, qu'ont par exemple leur mari. À côté de cet idéal guerrier, l'immense majorité de la population vit en esclavage, asservie à des terres détenues par les égaux. Ils subissent une brutalité constante et de mauvais traitements. Coups, viols, tortures par exemple. Les ilotes doivent reverser la plus grande partie de leur récolte aux égaux, ne bénéficient d'aucune protection juridique et ne peuvent jamais être affranchis. Chaque année, les égaux organisent des meurtres rituels sur des ilotes pris au hasard, ainsi que sur les individus qui montreraient des qualités ou une volonté d'émancipation. Thucydide rapporte même qu'en au moins une occasion, les égaux organisèrent une fête prétendument pour honorer les meilleurs des ilotes, et invitèrent tous ceux qui souhaitaient être affranchis à s'y présenter. Après la cérémonie, plus de 2000 ilotes furent sauvagement massacrés pour avoir prétendu s'élever au-dessus de leurs conditions. Il découle de cette structure sociale un climat permanent de révolte, ce qui fait que la première armée de Grèce peut rarement s'éloigner de sa cité, la majorité de la population étant régulièrement en révolte ouverte. C'est particulièrement le cas de la Messénie, province conquise par les Spartiates au 8e siècle, qui ne cesse de se révolter et dont la quasi-totalité de la population est en esclavage.
Économiquement et culturellement, Sparte connaît un grand développement au 7e siècle, jusqu'à une réaction conservatrice très puissante vers 650. Le commerce qui se développait s'arrête, la production de poterie est interrompue et l'économie reste très majoritairement agraire. Il n'y a pas de monnaie à Sparte et la population vit dans une austérité, voire une pauvreté très spartiate. Sparte conserve des institutions très traditionnelles, dont on accorde la paternité à un législateur plus ou moins mythique, nommé Lycurge. C'est une des seules cités grecques à avoir conservé une monarchie avec 2 dynasties de rois qui règnent simultanément, ce qui en fait une diarchie. Les rois contrôlent l'armée et bénéficient d'un peu plus de richesse que le reste des égaux. Les égaux masculins forment également une assemblée, la Pella. Elle discute des affaires de la cité et les décisions y sont prises par acclamation. Dans les faits, elle sert surtout à enregistrer les décisions prises par la Gérousie, un sénat composé de 28 membres élu à vie par acclamation. Seuls les vieillards de plus de 60 ans sont admis à la Gérousie. Ils sont chargés de faire les lois en préparant le travail de l'Apella et de diriger la politique de la cité. Ils jouent aussi le rôle de tribunal suprême. Ce conseil désigne 5 éphores, élus pour un an et par acclamation, qui assurent la magistrature. Cette fonction est très puissante car elle a une dimension mystique et religieuse consistant dans l'observation des astres. Ils mènent la vie politique de la cité, contrôlent les rois et les assemblées, veillent à l'éducation et à la préparation de l'armée. Ils sont aussi juges dans les affaires civiles. Ce système, relativement moins complexe que celui des Athéniens, est fondé largement sur l'égalité parfaite entre les membres des égaux. Il laisse une forte place cependant au vote par acclamation, plus qu'aux longues délibérations et à la qualité du processus de décision athénien. Ce système très oligarchique, ainsi qu'une éducation qui crée tous les citoyens dans le même moule, tue toute innovation et rend la société très conservatrice. La plupart des Spartiates sont très conformistes et adhèrent à la perpétuation de leur modèle de société. A noter que le pouvoir des rois devient au fil du temps plus limité au profit des efforts. Vieux malade mystique. Vestige inutile du passé, d'avant l'ascension de Sparte hors des ténèbres. Vestige d'une tradition absurde. Une tradition que même Léonidas ne peut défier, car il doit respecter la volonté des efforts. C'est la loi. Le système spartiate a quelques vertus. Relative homogénéité de la classe des égaux, outils militaires impressionnants, autonomie relative des femmes dans la classe des égaux. Il assure quelques victoires à Sparte, qui contrôle toute la Laconie et la Messénie dès le 8e siècle. Cessant son expansion militaire du fait de sa démographie déséquilibrée, Sparte devient un allié fiable pour nombre d'autres cités qui voient en elle un garant du maintien de leur indépendance. Sparte et ses alliés forment la Ligue du Péloponnèse, qui va ultimement leur permettre de vaincre l'Empire athénien au 5e siècle. Cependant, ce système politique, cruel et monstrueux, est complètement inefficace. Après un développement initial très ouvert, notamment à l'influence orientale, il se referme sur lui-même et ses traditions. Stagnation culturelle et économique, mais aussi stagnation démographique mortifère. La sélection draconienne des égaux fait sans cesse baisser leur nombre. Pire, les lois oligarchiques favorisent le contrôle des naissances et la fusion des domaines agricoles des égaux. Ce conservatisme finit aussi par se ressentir dans le domaine militaire, où les Spartiates sont lents à s'adapter aux innovations ou aux façons de combattre culturellement différentes. À Platée en moins 479, les Spartiates alignent 10 000 hoplites, dont 5 000 égaux. À Leuctre en moins 371, bataille qui voit la chute de Sparte face à Thèbes, il n'y a plus que 3 700 hoplites, dont 950 égaux. Les Ilotes ne cessent de se révolter, ce qui paralyse l'action extérieure de Sparte et fait peser sur elle une menace permanente. Handicapée stratégiquement, ses interventions dans les affaires internes d'Athènes l'amènent d'échec en échec et à des guerres permanentes qui achèvent de l'affaiblir.
L'héritage politique des Spartiates est donc essentiellement stérile. Il inspire pourtant largement les utopies dans le travail de Thomas More au XVIe siècle ou chez les penseurs des Lumières, qui feignent d'ignorer l'existence de la classe des Ilotes. L'existence d'une société austère, vertueuse au plan militaire et civique, nourrit tous les fantasmes. Les nazis, et particulièrement leurs organisations de jeunesse, raffolent de ce récit trompeur du guerrier parfait. Sparte, rival d'Athènes, est donc avant tout un géant au pied d'argile.